Bonjour à tous, je suis Arnaud Violet, doctorant contractuel à l'IAE Marseille sur la thématique de la finance d'entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Aubert, professeur des universités à l'IAE Marseille, au laboratoire du CERGAM, conseiller scientifique au HCRS, mais surtout expert académique sur l'actionnariat salarié. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Première question pour Nicolas, est-ce que tu pourrais nous définir l'actionnariat salarié dans le paysage français ? Eh bien, merci de cette question, parce que c'est déjà une question complexe que de définir l'actionnariat salarié, en particulier dans le paysage français où il a des caractéristiques assez particulières, singulières. Tout simplement, déjà, l'actionnariat salarié, c'est quand un salarié devient actionnaire de son entreprise. Une action, c'est une part de propriété de l'entreprise. C'est-à-dire, grâce à cette action, je peux exprimer une voix aux assemblées générales d'actionnaires, orienter la politique, la stratégie de l'entreprise. J'ai aussi un pouvoir de percevoir des dividendes, donc avoir une part des profits de l'entreprise, mais on peut aussi évidemment bénéficier de la plus-value lorsque le cours de l'action augmente et qu'on revend l'action, on peut avoir la différence de valeur entre l'achat et la revente. Ce qui est particulier en France au niveau de l'actionnariat salarié, c'est le nombre de salariés actionnaires qui sont aux alentours de 3 millions. Il y en a 8 millions en Europe et il y en a 3 millions en France, qui est assez considérable. Ça en fait dans le monde, ça en fait un des 3 pays, disons, champions de l'actionnariat salarié, avec des dispositifs fiscaux qui existent depuis assez longtemps quand même, puisque ça remonte au général de Gaulle, tout ça, dans les années 60, où on a développé tout un dispositif qui inclut l'actionnariat salarié, mais qui va intéresser la plupart des gens finalement qui travaillent dans les entreprises, et qui est assez connecté à l'intéressement, à la participation aux bénéfices. Tout ça, beaucoup de gens le connaissent en France et beaucoup de gens en bénéficient. Et finalement, tout ça est connecté et depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup parlé de réformer les retraites, mais il existe un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire on fait sa retraite soi-même, qui est aussi lié à ces dispositifs-là. On parle d'épargne salariale et de retraite, pour définir tous ces dispositifs-là. Très clair. Et concernant la recherche académique sur l'actionnariat salarié, quels sont les principaux effets? Qu'est-ce que la littérature envisage ou nous raconte sur l'actionnariat salarié en France et puis dans le monde? Alors il y a beaucoup de travaux qui sont publiés, qui ont été publiés sur l'actionnariat salarié, mais c'est pour ça que ta première question est intéressante, parce que c'est pas forcément en France. En France, on connaît moins les effets de l'actionnariat salarié. On sait que dans d'autres contextes, le cas britannique, le cas anglo-saxon, on a beaucoup de travaux qui sont publiés. Mais les recherches dans un domaine, dans un contexte anglo-saxon, c'est pas spécifique qu'ils soient nombreux que sur l'actionnariat salarié. On en a aussi en marketing, on en a aussi en gestion des ressources humaines. En fait, les travaux anglo-saxons, anglophones en sciences de gestion et du management dominent en fait lorsqu'ils sont en langue anglophone. Donc il y a plusieurs phénomènes, caractéristiques qui permettent d'identifier ces travaux. Alors, pour ce qui est de ce qui est fait aux États-Unis, c'est dans un contexte très particulier. Pour ce qui est fait en Grande-Bretagne, même chose, c'est un contexte assez spécifique, qui est très différent de celui de la France. C'est intéressant de le mentionner tout d'abord, pour essayer de qualifier ces travaux et pour comprendre en quoi ils vont avoir un effet plus ou moins documenté sur ce qui se passe dans les entreprises, sur ce qui se passe dans l'économie au sens plus large. En France, l'actionnariat salarié, c'est les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises, anciennes entreprises nationales, on peut prendre le cas de pas mal d'entreprises de banques qui ont été privatisées dès 1986, d'autres sociétés qui ont été privatisées plus récemment, comme France Télécom, devenue Orange, d'autres grandes entreprises qui sont le fruit de fusions, comme Vinci par exemple, d'autres entreprises familiales, comme Bouygues, le groupe Bouygues, historiquement, entreprise familiale qui a beaucoup développé l'actionnariat salarié. Donc c'est les grandes entreprises. C'est des grands groupes où on a une distance hiérarchique très forte en fait entre la base, les salariés actionnaires, et finalement l'équipe de direction. Il faut préciser aussi qu'en France, la particularité quand on parle d'actionnariat salarié, c'est que pour bénéficier de tous les dispositifs fiscaux et législatifs qui existent, il faut que tout le monde en bénéficie. Tous les salariés doivent être éligibles. Donc on a des grandes entreprises en France avec beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle le SBF 120, les 120 plus grosses entreprises françaises, les 100 grosses capitalisations.
c'est vraiment la bourse de Paris, quoi, si on peut dire. Et puis, pour les travaux dans le monde anglo-saxon, on a des travaux sur des entreprises qui sont plutôt des PME, des ETI, des plus petites entreprises. Pour les résultats, on a, disons, des résultats qui vont dans différentes orientations. Alors, je pourrais développer, au gré peut-être des échanges. On a des travaux sur, par exemple, est-ce que ça attire les salariés, le fait d'avoir l'actionnariat salarié, des travaux sur est-ce que ça permet de les garder. C'est une problématique importante ces temps-ci de savoir d'attirer les meilleurs et puis de les garder au sein de ces équipes, notamment pour les plus jeunes talents, les plus jeunes publics. On a aussi des travaux sur la satisfaction, la motivation, l'implication avec des déclinaisons plus ou moins détaillées selon les travaux qui sont faits. On a des travaux aussi qui portent sur la politique financière. Est-ce que lorsqu'on a de l'actionnariat salarié, on distribue plus ou moins de dividendes? C'est un sujet de débat aussi dans l'actualité assez fréquent. Est-ce que ça a un impact sur la rémunération des dirigeants? Tout cela nous amène à, finalement, je ne veux pas mettre tous ces travaux dans le même panier, avec des nuances bien sûr, mais ils arrivent à démontrer qu'il y a globalement des effets positifs de l'actionnariat salarié qui ne sont pas systématiques, mais qui dépendent des conditions de mise en œuvre de l'actionnariat salarié. Ce n'est pas une recette magique. Je donne ou je vends des actions à mes salariés et tout de suite, j'ai quelque chose qui fonctionne. Très bien, c'est très bien expliqué. Alors pour revenir au cas de la France, tu nous as expliqué que l'actionnariat salarié était historiquement relié à l'épargne salariale, la participation, l'intéressement. Est-ce qu'on arrive à avoir un vrai lien significatif entre l'épargne salariale que, comme tu nous as dit, beaucoup de Français connaissent, et puis la mise en place de cet actionnariat salarié, notamment dans les grandes boîtes françaises? Il faut dire, si on pouvait rappeler un petit point d'histoire sans entrer trop dans les détails, c'est que l'intéressement et la participation sont mises en œuvre en France avant le plan d'épargne d'entreprise. C'est des termes très techniques, le PEE ou le P2E quelquefois, qui intègrent l'actionnariat salarié. En fait, l'intéressement et la participation aux bénéfices, dont bénéficient beaucoup de salariés en France, c'est comme des flux. C'est-à-dire ça permet d'alimenter des supports d'épargne. D'abord l'intéressement en 1959 et ensuite la participation à la fin des années 60. C'est en plus du salaire. Voilà, en plus du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lié aux performances de l'entreprise. Aux performances, quelquefois, l'intéressement, ça peut être un peu plus précis. C'est-à-dire que ça peut se décliner au niveau des collectifs de travail, au niveau du département, des business units, par exemple d'une usine ou alors d'un service, d'un métier particulier. Ça peut être beaucoup plus, de la dentelle, si on veut dire, artisanal, beaucoup plus ciblé. Adapté, ciblé au cas de l'entreprise, oui, c'est ça. Alors que la participation, en fait, c'est si l'entreprise fait des bénéfices, en fait, une part de ces bénéfices sera versée aux salariés. Donc, c'est des voies d'alimentation. Ces sommes-là, elles sont versées à la fin de l'année aux salariés et ils peuvent soit les épargner, c'est-à-dire les placer dans un plan d'épargne d'entreprise. Dans ce cas-là, elles sont bloquées 5 ans, soit dans un plan d'épargne retraite collectif. Là, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Évidemment, ils ont des incitations pour cela. C'est-à-dire que si on les bloque, on a un certain nombre d'incitations fiscales à le faire. Par exemple, on n'a pas d'imposition sur la plus-value en capital qu'on a si la valeur des actions augmente. On a la possibilité autrement de retirer ces sommes pour les consommer. Il y a un débat à plusieurs reprises dans l'histoire de France depuis les années 90 sur est-ce qu'on débloque ou est-ce qu'on autorise le déblocage de ces sommes-là lorsqu'elles sont épargnées. Plusieurs gouvernements ont parlé de mesures de soutien à la consommation, par exemple. C'est-à-dire elles sont bloquées, mais on autorise les gens à les utiliser pour consommer. Donc ça, c'est pas systématique, c'est un choix du salarié. Soit je consomme, soit j'épargne finalement ces sommes-là. Si j'épargne, je peux le faire dans le cas de l'actionnariat salarié. Et là, attention, il y a encore une somme qui va venir s'ajouter, c'est le fameux abondement en fonction de ce que décide l'entreprise. Est-ce qu'elle décide d'inciter à aller vers tel ou tel dispositif d'épargne? Il peut y avoir aussi des décotes, c'est-à-dire comme des rabais sur le cours de l'action, qui peuvent évidemment inciter les salariés à aller vers tel ou tel support, leur donner envie d'épargner plutôt que de consommer. Alors, pour faire un récapitulatif plutôt simple, on a notre salaire de base qui est sur notre contrat de travail. En plus, on peut, on va dire, percevoir une prime qui est légale, qui s'appellerait la participation. On pourrait aussi avoir d'autres sommes qui peuvent venir de l'intéressement. Donc, soit on la consomme pour nous
et donc ça sera en plus de notre salaire. Si on décide de la bloquer sur un plan qui peut être donc spécialement fait pour l'actionnariat salarié, et donc qui peut après être par exemple abondé. Lorsqu'on parle d'abondement, c'est un versement supplémentaire de l'entreprise, et puis on peut aussi rajouter de la décote. Donc finalement, est-ce qu'on supposerait que plus nous avons d'épargne salariale, donc de la participation et de l'intéressement dans une entreprise, plus l'actionnariat salarié serait ou devrait être important dans l'entreprise? Il n'y a pas de lien de cause à effet en fait, parce que comment dire, déjà pour être tout à fait honnête, il n'y a pas vraiment de travaux là-dessus. C'est-à-dire qu'une grande partie, on sait qu'une grande partie des encours de l'épargne salariale, c'est au-delà d'une centaine de milliards d'euros, hein, c'est négligeable quand même, hein, il faut bien avoir les ordres de grandeur en tête. Au-delà, si on compare ça à l'assurance vie des Français qui se compte à milliers de milliards d'euros. Mais au sein de cette épargne salariale, on a évidemment l'épargne retraite, l'épargne entreprise, le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collectif, auquel beaucoup de salariés ont accès. Et les encours sont toujours majoritairement de l'actionnariat salarié. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que les entreprises incitent leurs salariés à aller vers ces dispositifs-là, à devenir actionnaires. Pour les effets qu'on a mentionnés précédemment, d'effets de motivation sur les salariés, de productivité. On a donc pas de lien de cause à effet documenté, mais il est vrai qu'une grande partie, la majorité relative des encours d'épargne salariale et de retraite, c'est de l'actionnariat salarié. C'est de l'actionnariat salarié. Des salariés qui investissent dans l'entreprise, souvent de très grandes entreprises. Si on prend le cas d'une entreprise comme Orange, où les salariés détiennent un pourcentage très significatif du capital, ça se compte en plusieurs milliards d'euros déjà. Donc déjà, ça contribue, c'est très contributif. Si on prend les avoirs de Bouygues, les avoirs de Eiffage, des entreprises où il y a une participation très forte, en pourcentage au-delà de 10, 15, 20% du capital qui est détenu par les salariés, évidemment qu'on parle de milliards d'euros, puisqu'on parle d'entreprises qui sont cotées multinationales. Donc pour rester sur les multinationales, hein, les grandes entreprises françaises, ces plans d'actionnariat salarié, à combien on pourrait juger le pourcentage moyen sur ces grandes entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises avec une culture d'actionnariat salarié? Et est-ce qu'on pourrait finalement conclure sur ces grandes entreprises en France et le lien qu'elles ont avec l'actionnariat salarié aujourd'hui? Alors déjà, le fait de stimuler l'actionnariat salarié, donc comme on l'a dit avant, hein, c'était une volonté politique. Ça a été une volonté politique qui est encore réaffirmée il n'y a pas très si longtemps par le ministre de l'économie et des finances qui avait dit qu'il fallait arriver à 10% du capital des entreprises françaises, 10%. C'est assez considérable. Au regard des 3%, 2,5% qu'on atteint péniblement en France aujourd'hui. Ça veut dire il faudrait multiplier par 3 ce niveau-là d'actionnariat salarié. 3% du capital des entreprises françaises, on parle du CAC 40, du SBF 120, c'est-à-dire des 120 plus grosses entreprises, les 80 qui suivent le CAC 40 qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus populaire. Et puis de nombreux Français qui travaillent généralement dans ces entreprises-là. Ce sont de très gros employeurs en France, donc on les connaît, on les voit dans la presse, on achète leurs produits, on voit les logos un peu partout. Donc ces entreprises-là, 10% du capital, c'est quand même un objectif assez considérable. Donc c'est le fruit d'une politique publique. Si on est arrivé déjà à 3%, c'est quand même quelque chose déjà considérable. Si le premier actionnaire de Total Energy, par exemple, ce sont les actionnaires salariés. Le premier actionnaire de Saint-Gobain, ce sont les actionnaires salariés. Il y a plusieurs entreprises comme Eiffage, comme Vinci, où les premiers actionnaires, ce sont les salariés. Donc ils ont vraiment leur mot à dire dans et les PDG en sont très fiers. Il explique très souvent qu'ils sont très fiers que ces salariés-là détiennent une grande part du capital de l'entreprise. Exactement, et c'est un argument de leur capital de marque, et c'est aussi un argument de ce qu'on appelle quelquefois la marque employeur. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans notre entreprise, les salariés sont ceux qui sont actionnaires aussi, donc ils participent au capital, comme on l'a dit plus tôt, ils ont le droit à la plus-value, c'est le cours de l'action augmente, ils ont des profits, et ils ont aussi un droit de vote dans les décisions, certes qui est souvent minoritaire, mais qu'est-ce que ça représente pour revenir sur cette question? C'est 2,5-3%, disons, du SBF 120, des 120 plus grandes entreprises françaises, donc c'est relativement peu. Au-delà du seuil des 3%, il y a quand même une particularité en France qui est très spécifique à notre pays, c'est qu'on peut avoir, c'est même une obligation légale, d'avoir
un administrateur, donc dans le conseil d'administration, cette instance en fait qui a vocation à contrôler, à orienter la politique de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, on peut avoir un administrateur qui est représentant des actionnaires salariés. Comme on a pour les salariés. Comme on a pour les salariés, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire depuis, disons, les années 2000, qui s'est étendu avec les lois différentes de 2013, de 2015, de 2019. Donc c'est quelque chose qui existe aussi depuis les années 90 dans les entreprises publiques où on avait des administrateurs représentant les salariés. C'est un sujet de débat en France. Mais on a une représentation spécifique des salariés actionnaires au-delà de 3% du capital détenu. Et ça, c'est obligatoire. Donc ça signifie qu'on donne une forme de bonus aux salariés actionnaires par rapport à d'autres actionnaires qui peuvent avoir jusqu'à 10% et qui n'ont pas forcément d'administrateurs qui les représentent. Donc quelquefois, on peut considérer que c'est une sorte de faveur donnée aux salariés actionnaires, mais c'est aussi quelque chose que les dirigeants des grandes entreprises valorisent dans leurs témoignages lorsqu'ils parlent de l'apport informationnel qu'ont les salariés dans la décision stratégique. C'est vrai. Alors on a parlé beaucoup des grandes entreprises et puis tu nous as expliqué au début que la recherche académique se focalisait à l'étranger sur les PME. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà d'une part, si par exemple on prend la base des États-Unis, là où l'actionnariat salarié a pris une envergure autre que les autres pays, comment ça fonctionne, et puis comment on pourrait peut-être développer ce type d'actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises françaises dans le futur. Pour donner quelques chiffres, parce qu'on ne l'a pas encore étayé, on a 10 millions de salariés aux États-Unis qui travaillent dans des entreprises qui leur appartiennent, souvent. 10 millions. 10 millions d'entreprises, ça se chiffre au-delà de 13 millions si on prend les retraités, mais qui ne sont plus en activité et qui ont toujours des fonds, c'est-à-dire qu'ils sont toujours actionnaires de leur ancienne entreprise. Ils sont toujours attachés. Ils y sont toujours attachés, d'ailleurs c'est le cas en France, on a même des clubs d'actionnaires salariés, d'anciens salariés qui sont des associations, qui animent des communautés de retraités, qui sont toujours attachés à leur entreprise, qui ont une vie collective. D'ailleurs c'est un sujet aussi intéressant de voir que les salariés sont attachés à cette organisation de l'entreprise comme une sorte de famille qu'ils ne veulent pas quitter, ou d'ailleurs ils gardent souvent leurs actions très longtemps après avoir pris leur retraite. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Mais pour revenir sur le cas des États-Unis, donc 10 millions de salariés, donc c'est tout de même 8% de la main-d'œuvre américaine, c'est assez conséquent. C'est conséquent. Près de un peu plus de 6 000 entreprises, donc 6 000 entreprises qui sont essentiellement des PME, des entreprises de taille intermédiaire, quelquefois des grandes entreprises, même cotées, mais c'est plus rare. Évidemment, quand on atteint des très grandes tailles d'entreprises, il y a des cas, par exemple, qu'on peut nommer de Publix, qui est une chaîne de la grande distribution. Vous avez aussi Amstead Industries, qui est une entreprise de manufacturière, de l'industrie automobile. Il y a, vraisemblablement, il y a dans vos voitures une pièce qui est produite par Amstead Industries, avec plusieurs milliers de salariés à travers le monde qui sont, et c'est une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est détenue à 100% par les salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment pas ou très peu en Europe. C'est très très rare. Ça n'existe pas, disons, qu'une entreprise de cette taille-là soit détenue à 100% par les salariés. On a des cas, évidemment, d'entreprises qui sont détenues majoritairement par les salariés. On passe dans un autre domaine, des PME, des ETI, mais qui sont plutôt des SCOP, des sociétés coopératives, qui sont généralement plus petites. Mais là, pour les ESOP, c'est les Employee Stock Ownership Plans. Donc ça, c'est les plans aux États-Unis. Ça, c'est les plans américains, qui ont été créés dans les années 70, spécifiquement au départ, par un banquier d'affaires qui était aussi un juriste. Alors, il est présenté souvent... C'est un homme qui a eu plusieurs vies, donc Louis Kelso. Multifacette. Voilà, il a eu plusieurs cordes à son arc, et il a été sollicité historiquement par un dirigeant qui voulait céder son entreprise à ses salariés. Dans les années 50, et il a créé ce dispositif qui consiste en fait à s'endetter, à ce que l'entreprise s'endette via une entité juridique séparée, spécifique. Cette entité juridique va s'endetter pour racheter les actions aux dirigeants et pour les attribuer progressivement aux salariés. Alors c'est un système un peu compliqué, mais finalement,
qui est mise en œuvre tous les jours en France, tous les jours en Europe, qu'on appelle le LBO, c'est-à-dire le rachat d'entreprise par la dette, c'est-à-dire qu'on utilise la dette pour racheter une entreprise. Mais au même titre que quand on achète son appartement, son véhicule, on utilise de la dette pour racheter. On va voir la banque, nous fait un prêt et on peut racheter en remboursant les intérêts. Exactement, sur le long terme. En s'engageant sur ses revenus à venir. On dit je vais toucher tel salaire dans l'avenir, je vais pouvoir rembourser mon crédit. Là, ce qui se passe avec un LBO, c'est que, disons, ce qui permet de rembourser le crédit, c'est finalement les profits à venir de l'entreprise. Donc on s'engage sur l'avenir, mais avec Luis Kelso, il dit d'ailleurs, j'ai inventé le Employee Ownership Leverage Buyout, il aurait développé cette technique. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est documenté, mais ce serait quand même un scoop si le LBO, qui est une pratique qui est très controversée dans le domaine de la finance, avait été inventé pour permettre aux salariés de prendre le contrôle de leur entreprise. Ça serait quand même finalement l'ironie du sort. Mais en réalité, il crée ce dispositif dans les années 50 sans aucune législation qui préexiste, et c'est gravé dans le marbre par la loi qui crée aussi les fonds de pension aux États-Unis. C'est en 1974. À partir de là, il n'y a pas vraiment une explosion du dispositif. Ce qui explose en termes de popularité de ces ESOP, où on cède l'entreprise plus facilement aux salariés, c'est 1984. L'administration Reagan, qui n'est pas forcément favorable à ce type de dispositif-là, mais qui octroie le droit aux dirigeants qui cèdent leurs actions aux salariés de bénéficier d'une franchise de plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, pour traduire, c'est que si vous cédez votre entreprise et que vous êtes un dirigeant de PME ou de TI à vos salariés, vous ne payez pas d'imposition sur la plus-value que vous avez réalisée. L'accroissement de la valeur de vos actions n'est pas taxé, évidemment au prorata de ce que vous cédez. Et la loi, c'est au moins 30% du capital, ce qui est assez important. Assez conséquent. Assez conséquent. Et donc une incitation fiscale majeure qui fait qu'à partir des années 80, le nombre de ESOP explose jusqu'à atteindre 10 millions de salariés couverts et plus de 6 000 entreprises. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont un peu des jumeaux de l'ESOP, qui est le EOT, le Employee Ownership Trust, qui a permis, pendant un temps, on disait qu'il y avait une société, une PME chaque jour, qui était reprise par les salariés en Grande-Bretagne. À une époque, comme on vit aujourd'hui, de crise des vocations pour l'entrepreneuriat, surtout pour le repreneuriat, disons. C'est-à-dire que les entrepreneurs n'ont pas forcément de solution pour céder leur entreprise lorsqu'ils partent en retraite. On parle de silver tsunami, le tsunami ou la tempête grise pour évoquer les cheveux gris des entrepreneurs qui vont prendre leur retraite. Donc si on fait un petit récapitulatif, on part du principe, je suppose, que les salariés n'ont pas forcément l'argent pour racheter une entreprise, qu'elle soit une PME ou une grande entreprise. Donc ils vont utiliser la dette au niveau de l'entreprise, donc ils vont faire endetter l'entreprise par un effet de levier qui va permettre par la suite, comme quelqu'un qui achète son appartement, voilà, rembourser la dette avec, comme tu as dit, les remboursements futurs par ce que ce soit les dividendes ou les résultats de l'entreprise. Donc ça permet surtout à répondre à la problématique que les salariés n'ont pas forcément l'argent, le capital pour racheter leur entreprise du fait de l'utilisation par la suite de l'endettement, si nous avons bien compris. Oui, tout à fait. On peut préciser aussi que c'est un dispositif qui existe, on peut parler quelquefois de l'ESOP français, même s'il n'existe pas en tant que tel, au travers du FCPE de reprise. Donc c'est un peu technique, l'acronyme Fonds commun de placement entreprise de reprise, qui permet aux salariés de reprendre leur entreprise, mais avec des caractéristiques assez différentes de l'ESOP. Par exemple, ça n'a pas la personne morale, donc on peut pas, le FCPE ne peut pas s'endetter directement pour racheter les actions. On a quelques variantes. Il y a eu peu d'exemples de mise en œuvre du FCPE de reprise, et il est assez récent aussi. Il n'a pas l'antériorité du ESOP qui est dans les années 70. Le FCPE de reprise, ça remonte à il y a pile 20 ans cette année, puisque ça a été créé par la loi Breton de 2006. Voilà, important de mentionner qu'il existe des outils. On a d'autres outils, mais qui concernent plus le monde des SCOP, sociétés coopératives de production, ou
de participation, parce que le nom a évolué plus récemment, les scopes d'amorçage qui permettent aussi ce type de dispositif. La CGSCOP, la Confédération Générale des Scopes, dispose d'un savoir-faire qui est assez long sur ces reprises d'entreprise par les salariés. Quand on parle du terme reprise, je pense que là je peux me tourner vers toi Arnaud, puisque tu as contribué par tes propres travaux à distinguer ces deux termes-là. Il faut distinguer reprise de transmission. Lorsqu'on parle de transmission, on parle de reprise finalement par les salariés d'une entreprise qui est saine. Et là on parle de transmission. Le terme reprise est très connoté, est très associé à des sociétés qui sont en situation de faillite ou de redressement judiciaire, qui n'ont plus les moyens de survivre. Et souvent, on voit dans l'actualité, et c'est une image qui colle quelquefois au scope, c'est de dire on est une société en difficulté qui est proche de la faillite, donc on va la transformer en scope. C'est vu comme une dernière solution. Voilà, vu comme une dernière solution. Alors on ne peut pas s'étonner que dans ces cas-là, on ait évidemment le succès, des très belles réussites, mais aussi des échecs. Des échecs qui peuvent être retentissants et qui amènent à dire, regardez, finalement, ce sont des entreprises qui échouent plus facilement que les autres. Mais évidemment, c'est normal si elles sont reprises dans des conditions qui sont déjà défavorables et de dernier recours. C'est un sujet sur lequel la CGSCOP a aussi des dispositifs d'accompagnement pour investir en actions, pour investir sous forme de dette, sous forme d'action part sociale ou sous forme de dette, et donc un savoir-faire quand même qui est assez ancien sur le sujet aussi. C'est vrai qu'ils sont très structurés, la CGSCOP, ça fait très longtemps qu'ils existent, ils ont pu se structurer en différents pôles. Donc aujourd'hui en France, tu nous as expliqué qu'il existe différents dispositifs de transmission d'entreprise aux salariés, pas forcément beaucoup utilisés. Pour le futur, qu'est-ce qu'on peut voir pour la France? Est-ce qu'on va plutôt se tourner sur des modèles coopératifs? Est-ce qu'on va plutôt se tourner sur les modèles qui sont encore existants? Est-ce qu'on peut avoir un mixte des deux? Est-ce qu'on peut avoir un ESOP à la française? Qu'est-ce que la recherche académique pourrait nous apporter sur le futur de la transmission d'entreprise aux salariés? Alors il y a plusieurs travaux en cours de groupes de travail qui s'intéressent à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut vraiment répondre à ce défi, parce que c'est vraiment un défi d'imaginer que des milliers, c'est des chiffres qui sont documentés notamment par une mission parlementaire qui a amené à la loi dite partage de la valeur et qui a étendu le dispositif de partage de la valeur aux entreprises de plus de 10-11 salariés. Et donc, on a, cette question est posée, cette question est ouverte. En Europe, un certain nombre de pays ont trouvé des réponses. On peut parler dans le cas de l'Union européenne, on a mentionné déjà l'Employee Ownership Trust au Royaume-Uni, hors Union européenne donc, mais la Slovénie vient de faire valider un dispositif de type ESOP, donc ce fameux Employee Stock Ownership Plan, le plan d'actionnaire salarié, qui est une sorte de décalque en mieux, en tout cas disent les promoteurs, du système américain, avec le fait que ce ne soit pas un fonds de pension, par exemple, c'est pas un dispositif de financement adapté de au contexte slovénien. Adapté au contexte slovène, bien sûr, et puis on a une situation qui est assez particulière, un système économique qui est européen, donc avec d'autres objectifs que celui qu'on trouve pour les OP aux États-Unis. Donc il y a cette initiative qui a vocation à s'étendre à d'autres pays européens, puisqu'il existe des discussions chaque année à Oxford, au Symposium on Employee Ownership, et les représentants de plusieurs pays dans le monde se réunissent pour discuter des dispositifs qui pourraient être mis en œuvre pour développer l'actionnariat salarié avec cette vertu de permettre la transmission aux salariés. Qu'est-ce qui est possible à l'avenir? Peut-être d'adapter, d'améliorer les dispositifs fiscaux pour s'inspirer de ce qui existe par ailleurs et ce qui a amené un succès tout à fait considérable aux États-Unis et en Grande-Bretagne, par exemple. Le fait que lorsque vous cédez votre entreprise aux salariés, vous ne soyez pas imposé sur la plus-value en capital, ça évidemment c'est un incitant très très fort qui permet de mettre la cession aux salariés au niveau d'une cession par exemple à d'autres concurrents ou alors à des investisseurs financiers plutôt. Bon, ça c'est une voie possible. Une autre voie est de passer par un dispositif qui soit
inspiré de ce qui se fait dans le milieu coopératif notamment, et c'est ce qu'a repris le schéma slovène, c'est-à-dire avec l'entité juridique qui va détenir les actions des salariés au moment de la cession, qui va être une coopérative. On peut appeler ça le coop ESOP, donc ESOP coopératif, un mixte entre les ESOP américains et la SCOP plutôt française. Dernière question, Nicolas. On a beaucoup parlé de la transmission d'entreprise aux salariés en France, mais finalement, pourquoi? À quel objectif et à quelle solution on veut atteindre avec ces dispositifs-là? Alors il y en a plusieurs. Déjà, il y en a qui peuvent être plutôt macroéconomiques. On en a cité certains, ce qu'on appelle le Silver Tsunami. En fait, c'est les dirigeants de PME qui veulent prendre leur retraite, qui méritent de prendre leur retraite et qui veulent aussi une grande partie de leur épargne retraite. À eux, c'est finalement la valeur de l'entreprise qu'ils ont quelquefois créée ou alors c'est leur propre retraite qu'ils ont développé. Voilà, c'est leur retraite, c'est leur épargne retraite à eux, les actions qu'ils ont dans l'entreprise. Et ils n'ont pas toujours une génération d'enfants qui veulent reprendre. Parce que, et quelquefois on entend même des dirigeants dire on ne veut pas imposer ça à nos enfants, c'est très dur, c'est très prenant d'être entrepreneur, c'est un sacerdoce, quoi. Et il y a plusieurs évidemment explications à ça, mais il y a tout simplement un problème démographique qui fait qu'il n'y a peut-être pas assez de repreneurs potentiels. Il faut peut-être plus écouter aussi les dirigeants sur ces sujets-là. Oui, exactement. Ils expriment leur point de vue et leur inquiétude sur comment est-ce qu'une entreprise va se pérenniser dans l'avenir. Et on a, pour en avoir discuté avec d'autres académiques et consultants à travers le monde, il y a quelque chose qui ressort souvent, c'est que bien que les entrepreneurs souhaitent céder leur entreprise au moment de la retraite, ils veulent conserver un héritage, legacy en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'ils veulent que ce qu'ils ont construit se perpétue et trouve un avenir. Et souvent, ils savent que ça passera par le biais de leurs salariés qui sont souvent à leur côté depuis des années, qui sont plus jeunes aussi, et qui ont la capacité, qui ont peut-être des idées nouvelles, mais qui sont surtout attachés au fait que l'entreprise demeure telle qu'elle, que des emplois ne soient pas supprimés, que des savoir-faire persistent. Donc j'en viens à un deuxième enjeu finalement, c'est un enjeu de macroéconomie, qu'on pourrait dire, mais pour être plus grandiloquent, de souveraineté économique. C'est-à-dire, on a aussi ce souhait que des entreprises françaises le restent, en fait, ou qu'elles ne soient pas, fassent pas l'objet de prise de contrôle par d'autres entreprises étrangères qui vont peut-être amener des délocalisations, qui vont peut-être moins investir sur le territoire national. On ne veut pas non plus que ces entreprises fassent l'objet d'un rachat avec des objectifs qui soient purement financiers, comme on en a eu certains dans l'actualité ces dernières années. Tout à fait. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à mes questions. Merci Arnaud.